Je vais commencer d'une façon plus que classique, je dirais même traditionnelle. Il était une fois, au royaume des cieux, un empereur qui gouvernait le ciel et la terre. C'est l'empereur céleste qui avait 7 filles qui vivaient auprès de lui. La plus jeune avait pour tâche de tisser les nuages, c'est pourquoi on l'appelait la tisserande. Un jour, les 7 filles du ciel descendirent sur terre pour se baigner dans l'eau d'une rivière. Un jeune bouvier, comme chaque soir, y menait à boire ses buffles après leur dure journée de labeur. Dès qu'il vit la tisserande, il en tomba amoureux. Le plus vieux buffle de son troupeau, doué de paroles, lui conseilla de s'emparer de la robe en or de l'héroïne qu'elle avait laissée près d'un saule. À la vue du jeune garçon, les 7 sœurs se dépêchèrent de se rhabiller pour remonter au plus vite dans leurs cieux. Mais la jeune tisserande ne retrouva pas sa robe, et elle resta dans l'eau. Elle comprit la ruse du jeune homme et le supplia de lui rendre son habit. Celui-ci consentit, mais lui fit promettre de l'épouser. Elle accepta, séduite par l'amour pressant du héros. Ils se marièrent, vécurent heureux, et eurent 2 enfants, un garçon et une fille. Toute la journée, lui labourait la terre avec sa charrue, et elle tissait sur son métier à tisser. Oui, mais l'empereur ne toléra pas que l'une de ses filles, toute vouée à la vie céleste, ait désobéi et préféré un bonheur terrestre. Il la fit quérir pour qu'elle revînt à la place qu'il lui avait destinée. La tisserande, alors, reprit son rang parmi les nuages. Le bouvier et ses enfants se mirent alors en quête de leurs femmes et mères. Ils parcoururent terre et ciel, nuit et jour, jusqu'au moment où ils arrivèrent au bord d'une rivière. Ils l'aperçurent toute proche sur l'autre rive. Ils s'apprêtaient à traverser les flots pour la rejoindre quand la femme de l'empereur, furieuse, déclencha une tempête qui éloigna à jamais les amoureux. Ainsi, le bouvier et la tisserande étaient condamnés à une séparation éternelle de chaque côté des flots infranchissables. L'empereur, cependant, fut ému par le chagrin des époux et de leurs enfants. Il leur permit alors de se retrouver une fois par an et commanda aux pies célestes, les beaux oiseaux noirs et blancs, de construire une passerelle éphémère pour réunir le bouvier, la tisserande et leurs enfants. Depuis ce jour-là, tous ceux qui lèvent le regard vers la voûte étoilée, les beaux soirs d'été, peuvent y contempler les 2 constellations du Bouvier et de la Vierge de chaque côté de la Voie lactée. Près du Bouvier, on remarque 2 petites étoiles, les enfants bien sûr. Ceux qui regardent avec suffisamment de patience peuvent même apercevoir la passerelle qui enjambe alors la Voie lactée. Bien, beaucoup auront reconnu le mythe d'origine chinoise qui fait partie des contes les plus célèbres de toute l'Asie orientale, en Chine, en Japon, Corée et Vietnam. Il est à l'origine, ce conte, du Chichaojie, la fête du 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire, le jour du double 7, comme disent les Chinois, considéré comme la Saint-Valentin en ce pays. En réalité, avec le poids du confucianisme, c'est aussi le jour où les jeunes filles doivent montrer leurs compétences sur le plan domestique, en particulier savoir tisser. Gageons cependant que le symbolisme que porte ce mythe va bien au-delà d'un folklore que revisite le monde contemporain, on le sait. Labour et tissage se répondent en miroir. La Voie lactée est un très beau modèle de miroir, n'est-ce pas? Tout ça pour une représentation dynamique d'une vision métaphysique du monde manifesté. Comment ne pas voir dans nos 2 constellations célestes l'image du yin-yang, principe universel? Je ne sais si Cyril Javary a abordé ce mythe-là à travers l'idée du yin-yang. Je crois que oui, ayant bien épluché la question. Comment ne pas pressentir aussi que cette belle tisserande, comme l'allégorie première d'un archétype, qu'endossera, à sa suite,
une autre jeune fille, appelée la fille de Jade, qui elle aussi tissera des nuages. Quand les adeptes de Tai Chi Chuan, il doit y avoir beaucoup qui écoutent ce soir, au gré de leur pratique, se glissent dans une posture appelée la fille de Jade, c'est non seulement pour se conformer à une tradition, même si c'est une tradition importée, non seulement par respect à des références culturelles, mais à l'instar des pratiques ancestrales, voire même archaïques, on le verra, pour incorporer l'essence et la substance d'un principe à la fois macro et microcosmique. Le nom le plus courant de cette posture est Yunu Chuan Suo, que l'on traduit communément par la fille de Jade, tisse et la navette. Donc les adeptes de Tai Chi Chuan n'ont pas de peine à la reconnaître, comme a dit Christian tout à l'heure, puisqu'elle est ainsi dénommée dans la quasi-totalité des enchaînements, quelle que soit l'origine, quel que soit le style. Son nom, même, on retrouve même son nom dans certaines associations. Je ne sais si, je crois qu'il y en a qui sont affiliés à la fédération, qui s'appellent ainsi. Bon, notre propos ce soir n'est pas de faire un exposé technique sur cette posture, ce qui n'apporterait pas grand-chose aux multiples études qui ont été faites dans ce domaine et qui sont faites dans toutes les associations que nous connaissons. Remarquons cependant que non seulement elle apparaît dans des enchaînements de tous les styles, mais aussi dans les formes au sabre, à l'éventail, voire même à la hallebarde. On observera également qu'elle est la seule à évoquer une figure humaine. Ensuite, elle est la seule qui se démultiplie vers les 4 points intermédiaires aux points cardinaux. Et que dans les longues formes, elle siège aux 2 tiers de la forme, quasiment au point d'équilibre du nombre d'or, c'est ce qu'on appelle la divine proportion dans la tradition occidentale. Suffisamment de motifs pour nous attarder à quelques réflexions au-delà des questions techniques, martiales ou énergétiques. On verra si on a le temps dans une autre conférence. Quant à moi, ces réflexions m'ont engagé une large étude qui déborde le cadre de cette conférence. C'est pourquoi que plutôt que ramener cette étude à un résumé trop étroit ce soir, j'aborderai uniquement la première des questions que l'on peut se poser, au-delà de bien l'autre, la question que l'on peut résumer. Mais qui est donc cette fille de Jade qui tisse avec la navette sur son métier à tisser? On va commencer par nous interroger sur son nom. Donc là, vous voyez, j'ai mis en pinine, hein, bien sûr. Jacques, est-ce que tu peux juste en profiter pour le mettre en plein écran, ton diaporama? Il n'est pas en plein écran. Non. Si. C'est tout ce que je peux faire. On ne le voit pas en plein écran. Il faut que tu lances la lecture, affichage et lire. On ne le voit pas bien. Oui, Alice? On le voit, mais je pense que tu peux le mettre en lecture diaporama. Ah, on ne peut pas continuer comme ça. Bon, si, vas-y, c'est pas grave. Ouais, tant pis, hein, ouais. Parce que là, je risque de faire des bêtises après. Voilà. Je continue, alors néanmoins. Donc, on va juste faire la petite analyse du patronyme. Donc, Yu signifie jade. Et ça donne une idée du beau, du précieux, du sacré, on le verra tout à l'heure. Nu, c'est la jeune fille. Et Chuan, je ne vous ferai pas l'injure de vous dire que ça introduit la notion de trajet que l'on retrouve dans Tai Chi Chuan, bien entendu. Suo, c'est la navette du métier à tisser. Ainsi, Yunu, c'est la fille de Jade, principe féminin dans sa pureté suprême, et Chuan Suo, c'est le geste de lancer la navette entre les fils de trame sur le métier à tisser. Un nom plus complet apparaît dans certaines versions qui se complètent d'une donnée géographique. Donc, on a encore Yunu Chuan Suo, mais ça c'est complété par Tianji, qui signifie littéralement les limites du ciel. Ainsi, la tisserande lance sa navette aux confins de l'univers, ce qui nous enjoint à penser que son rôle est capital,
puisque c'est elle qui, avec son geste artisan, engendre la manifestation et toute la manifestation. J'ai été également informé d'une autre version. Je n'ai pas bien réussi à vérifier l'origine. Celle-ci ajoute à la place de Tianqi Sifang, qui signifie les 4 Orients. Ce qui permet de concevoir dans cette version une structuration de l'espace. Donc, à partir de là, je proposerai plus tard une autre question sur la place de la fille de Jade. Mais on remarque là que cette appellation semble bien coller quand même à la gestuelle, puisque dans la pratique du Tai Chi Chuan, on s'applique à répéter la posture la plupart du temps dans 4 directions différentes et opposées, en général sud-ouest, sud-est, nord-est et nord-ouest quand on se place orienté selon le ciel antérieur, comme on fait la plupart du temps. Ces différences de dénomination ne s'excluent pas. Bien au contraire, elles nous procurent des éléments complémentaires pour une approche bien large de notre sujet. La plupart des noms de postures en Tai Chi Chuan, en Qigong, ont des origines bien lointaines, tout le monde le sait. Les filiations patronymiques sont plus ou moins évidentes, même si l'histoire culturelle chinoise prétend avoir une continuité unique, ce qui, sous certains aspects, on peut lui reconnaître. On remarquera pour seul exemple l'écriture chinoise qui a une filiation millénaire, ce qui est un cas unique dans notre monde. On peut légitimement penser que la fille de Jade des enchaînements gymniques d'aujourd'hui, que nous pratiquons, a quelque chose à voir avec des ancêtres dont la trace est parvenue jusqu'à nous. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai commencé cette conférence par la simple lecture d'un conte, ce conte immémorial où apparaît cette jeune tisserande. Bien sûr, il est impossible en si peu de temps d'évoquer toutes les filles de Jade et tisserandes de la culture chinoise, ça va de soi. Aussi, nous n'aborderons ce soir que 2 parmi les sources les plus intéressantes, à mon avis, un texte et une carte. Donc on va commencer par le texte que je vais laisser. Voilà, ce texte, au départ, il est cité par Marcel Granet, Henri Maspero, Christopher Schipper, que vous connaissez probablement. Le texte suivant appartient au creuset taoïste originel, mais son origine est incertaine. Rappelons par exemple qu'Henri Maspero nous avertissait dans son livre de 1950, Le taoïsme et les religions chinoises. Il disait, voilà, c'est ce que vous avez là sur la diapo, presque chaque livre taoïste se présentait comme dicté par un dieu, par un immortel, et contenait les noms d'un ou plusieurs autres dieux ou immortels, les uns comme les autres inconnus. La littérature taoïste ancienne est en grande partie l'œuvre des médiums, rappelait donc Maspero. Ils ne songeaient pas toujours à fournir de même un état civil précis, bien entendu. Donc voici quelques extraits de ce texte, tel que j'ai repris la traduction qu'en Schipper dans son ouvrage, un ouvrage qui s'appelle, je donnerai les références à la fin de l'intervention, qui s'appelle, l'ouvrage assez bien connu, qui remonte déjà un petit moment, qui s'appelle Le corps taoïste. Alors voici ce texte, vous l'avez sous les yeux, mais on va le lire ensemble. Moi, je suis l'enfant du père et la mère Tao. Les êtres humains m'ont aussi, je ne suis pas le seul moi, je me trouve à l'entrée de l'estomac, dans l'œsophage. Assis, face au sud, sur un lit de pierres précieuses, sous un baldaquin de nuages jaunes, je suis habillé de vêtements avec des pierreries de 5 couleurs. Ma mère se tient à ma droite, elle m'embrasse et me nourrit. Mon père se tient à ma gauche, il m'enseigne et me protège. Mon père est colline ensoleillée et s'appelle Maître Lumière. Ma mère est Grand Yin et s'appelle Fille de Jade de l'éclat obscur. L'œil gauche, le soleil, est la demeure du père de l'Orient, le souffle yang du printemps. Celui de droite abrite la mer de l'Occident, le souffle originel du Grand Yin. Le père s'appelle non-action, la mère, nature. Elle règne sur la montagne Quen-Wen. On l'appelle encore Jade couchée ou fille de Jade de l'éclat obscur. Habillée de vêtements de 5 couleurs, elle mesure 9/10 d'un pouce. Le couple se trouve le plus souvent dans la cour jaune et dans la chambre pourpre. De leur union est né un enfant, l'homme véritable, Cinabre du Nord, c'est-à-dire feu de l'eau, yang du yin, être essentiel, il est mon vrai moi.
Maspero, dans l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure, évoque un autre extrait antérieur qui dit la chose suivante. Le prétoire vert, l'œil gauche, est la résidence de l'adolescent vert. Le prétoire blanc, l'œil droit, est celle de la fille de Jade, de la pureté blanche. Ces textes sont bien à la fois éclairants et obscurs. Comment s'y retrouver? On va s'essayer à une petite analyse très sommaire. Père et mère Tao. La juxtaposition des trois termes fait allusion au ternaire fondamental que l'on retrouve dans la grande majorité des traditions. Le principe ne peut prendre forme que par dissociation, par polarisation. Les êtres humains montent aussi. Qu'est-ce que ça signifie? Cette manifestation du principe agissant vaut également pour le microcosme et aussi à la condition humaine. Je ne suis pas le seul moi. L'engendrement issu de la réunion des polarités n'est pas uniforme. Il produit une série, une multiplicité d'états du même être. Les 10 000 êtres, dit-on dans les Vikings, par exemple. Je me trouve à l'entrée de l'estomac, etc., jusqu'à 5 couleurs. Donc ce passage-là, cette localisation correspond à un point précis, qui est vraiment bien dit, au mi-temps du thorax. Il est assis, donc immobile et orienté vers le sud, c'est-à-dire selon le ciel antérieur que j'évoquais tout à l'heure lorsqu'on pratique le Tai Chi Chuan dans les formes traditionnelles. Défini d'une façon archétypale, quel que soit l'être concerné, mais véritablement existant, puisque sous le ciel, dit le texte, sous les nuages, et habillé. Alors on précise les 5 couleurs. Les 5 couleurs répondent à la symbolique du nombre 5, cher aux Chinois. Évidemment, là, je ne vais pas m'étendre sur le symbolisme du nombre 5, sinon on en a pour un moment. Et donnant ces 5 couleurs, donnant une idée de rayonnement et de totalité des possibles, ce qui correspond à la symbolique du nombre 5. Le jaune, lui, la couleur jaune, c'est une couleur qui est associée au centre, hein, généralement, et donc évoquée ici à juste propos. Donc là, je ne vais pas l'empereur jaune, etc., etc. Ceux qui pratiquent, par exemple, le Qigong des 5 animaux connaissent bien aussi le jaune en tant que centre associé à l'ours, etc. La suite du texte est plutôt conforme au rôle classique du père et de la mère, malgré une inversion de la droite et de la gauche qui est plutôt inhabituelle. Ensuite, mon père est colline ensoleillée jusqu'à cette fille de Jade de l'état obscur. Ce passage est absolument conforme à l'ontologie du principe yin-yang, en tant que les deux versants de la même montagne, souvent le symbolisme que tout le monde connaît. L'un, l'adré éclairé, correspond au yang, à la paternité, et l'autre, l'ubak, à l'ombre, et correspond au yin, au féminin. Et c'est dans ce cadre-là, dans ce texte, qu'apparaît notre fille de Jade. Assez banalement d'ailleurs, à vrai dire, hein, comme l'incarnation d'un principe yin, on pourrait presque dire la fécondable, se cantonnant à émettre, et là, c'est intéressant, l'éclat obscur, en position de Jade couchée, en attente du yang procréateur. Alors évidemment, ce n'est pas très à la mode aujourd'hui, ce genre de propos, mais voilà, on est dans la tradition. Moi, je m'arrêterai juste sur éclat obscur, parce que là, c'est un des plus beaux oxymores quand même qu'on puisse avoir, et qui est vraiment à chercher, à creuser, parce que c'est justement ça, un des mystères que l'on peut avoir dans cette appellation-là. Voilà. Je vais passer je ne m'appesantis pas trop sur ce texte, sinon on va rester longtemps. Je vais passer à la carte. Donc là, j'avais dit un texte, une carte. Donc cette carte, c'est la carte de la culture de la perfection. Donc ça, cette version-là, c'est la version dont je vais vous parler, qui nous incite à percevoir notre héroïne avec des atours à la fois plus délicats et plus profonds que dans le texte peut-être. Catherine Despeux, dans son ouvrage qui s'appelle « Taoïsme et connaissance de soi », nous livre une étude savante des différentes versions de cette carte. Donc, cette carte, on la voit cette version colorée, je vais y faire référence après, on la voit en version souvent noir et blanc, je l'ai vu dans pas mal de clubs, dans pas mal d'associations, elle est assez connue, c'est pour ça que je me suis
Je l'ai mise en avant et vous allez voir pourquoi. Vous voyez déjà, si vous mettez vos yeux au centre de la carte, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc cette carte représente des représentations topographiques du corps selon des principes alchimiques, taoïstes, classiques. Je ne vais pas tous les énumérer, on va juste reprendre ceux qui sont intéressants pour le propos de ce soir. Donc là sont mêlés des symboles, des divinités, des lieux, des textes même, qui concourent à une visualisation des sites et des processus de ce qu'on appelle la voie alchimique interne. Nous y repérons bien entendu, là vous voyez, nombre de concepts et de dénominations que nous employons dans la pratique du Tai Chi Chuan, souvent d'une façon approximative d'ailleurs, ce qui, entre parenthèses, nous oblige quand même à faire un retour fréquent sur les publications universitaires ou un peu ardues, comme celle par exemple de Catherine Despeux, dont cette carte est extraite d'un de ses livres. Voilà. Alors on suit la description commentée de cette carte de la culture et de perception de Canton, d'ailleurs, des monts Wudang, et on regarde avec une attention particulière les planches et les croquis antérieurs. Là, je fais un résumé très rapide du livre de Catherine, aux versions plus récentes. Mais il n'y a pas de trace de notre jeune fille, jusqu'à présent, si ce n'est dans un dessin qui s'appelle Le Corps Montagne, qui est un ouvrage du XIIIe siècle et qui est conservé d'ailleurs à Paris, à l'Institut des hautes études chinoises. Les représentations féminines que l'on découvre font plutôt référence à la femelle obscure. Donc là, on est là aussi sur du côté du yin, hein, qui est associé à ce côté obscur, donc du principe féminin. Donc c'est mentionné d'ailleurs dans le Tao Te Ching, et ça renvoie à ce symbolisme évoqué plus haut, et donc à cette jeune fille que dans le texte précédent. Et puis là, quand on lit cet ouvrage, on s'arrête net en découvrant la version qui est celle du temple des nuages blancs. Voilà. Et c'est ce qui va être abondamment décrit et commenté dans ce livre. Moi, j'avais le souvenir d'une stèle dans l'enceinte de ce temple, dans le temple des nuages blancs, qui est miraculeusement épargnée par le raz-de-marée maoïste. Moi, j'ai vu la première fois dans ma première visite en ces lieux qui remonte à 86, qui était à l'époque un peu à l'écart de la ville. Maintenant, évidemment, c'est englobé complètement dans la ville de Pékin. Ainsi que je me souvenais d'un estampage qui était exposé dans la salle d'accueil de ce temple. Alors, ce souvenir, dans mes discussions avec Catherine Despeux, elle va corriger un petit peu cette vision que j'avais un peu éthérée de ça, et elle parle du transport de cette gravure sur bois originale depuis Chengdu par un certain Guo Yicheng, et ça a été fait en 1984. Donc, l'estampage ne provient pas de cette stèle, mais c'était bien lui que j'avais découvert. Donc, on a même droit donc à cette version aujourd'hui en couleur qui est peinte par l'Académie de peinture des souhaits exaucés. Et celle-ci orne beaucoup de salles de pratique. D'ailleurs, la version colorée, maintenant, on la connaît bien. Et là, quand on la regarde de près, en regardant, on la voit. On la voit au beau milieu de cette carte. On ne voit qu'elle. Hein. Bon, enfin, en tout cas, je ne vois qu'elle. Voilà, elle apparaît, notre jeune fille, assise à côté de son rouet, les pieds délicatement posés sur un petit tapis rouge. Elle est à l'ouvrage, dévidant son fil, que les peintres aussi ont coloré de rouge pour mieux nous faire voir, regardez bien, qu'il monte en ondulant jusqu'au sommet de la tête. Voilà, jusqu'au sommet de la tête ici. Voilà, pour se glisser entre les 9 pics qui tutoient le ciel. Elle siège près du champ de cinabre, le dantian médian, et une inscription mentionne la tisserande tourne le rouet. Bien, je vais laisser la carte là, mais je vais reprendre un petit peu le conte pour voir un petit peu les parallèles qu'il y a dans tout ça. Dans ce conte, il y a tous les ingrédients des contes immémoriaux, depuis la symbolique macrocosmique jusqu'au moindre détail apparemment qui a contingent. Il est dit qu'à l'origine, ce conte était lié à la déesse de la fête des mûriers. Autrement dit, c'était la fête de la soie et du tissage. Et les offrandes étaient consacrées à la 7e fille du ciel. Cette commémoration a même balayé les versions confucianistes que j'ai évoquées tout à l'heure, qui s'arrêtent à une interprétation purement morale et qui insistent sur la punition infligée à ceux et celles qui bafouaient les lois et les règles. On va voir qu'il
Il faut aller au-delà de ça. Bien entendu, il existe de nombreuses variantes à ce mythe, comme pour tous les mythes essentiels, mais ces variantes, en fait, sont mineures. Hein. Je veux dire, l'essentiel est dans ce conte-là, tel que je vous l'ai raconté. La toile de fond est la structure fondamentale de la manifestation. Terre et ciel comme les deux hémisphères de la totalité. Cette structure est bien établie dans l'organisation du Yiking. Les 8 trigrammes ou les 64 hexagrammes sont représentés avec l'hexagramme du ciel en haut et celui de la terre en bas. Les éléments constitutifs et agissant dans l'un n'ont pas de fonction dans l'autre, ce qui est une façon plus métaphysique de dire que la place de la fille du ciel est dans le ciel et non sur terre. On voit cependant le reflet, la similitude du labourage et du tissage, qui ont le même canevas, la même mission, presque la même gestuelle, mais qui opèrent sur deux terrains différents, dans deux mondes différents, nous dit le conte. D'ailleurs, vous voyez, j'ai laissé la carte, quand on voit la fille de Jade avec son rouet, on a dessous le bouvier, ici, qui est en train de labourer. Donc là, il y a un rapport entre tous les deux, très très net, un principe féminin, un principe masculin, qui ont la même fonction. D'ailleurs, on remarquera que dans les labours, moi je me souviens de mon grand-père il y a très très longtemps, qui labourait, qui faisait donc des va-et-vient lui aussi, comme la fille de Jade avec la navette qui fait des va-et-vient. Donc il y a vraiment une très grande similitude des deux gestuels. D'accord. Voilà. L'ordre des choses serait l'immuabilité de principes définis avec leur place respective, sans communication. On pourrait dire ça au premier abord. Mais le conte, lui, nous enseigne que la transgression de cet ordre apparent est absolument nécessaire pour engendrer la dynamique. La dynamique est un principe supérieur à cet ordre apparent. Voilà un des messages qui est dit dedans. D'ailleurs, le nombre de littératures taoïstes, de contes taoïstes aussi, nous parlent de cette nécessité de transgression. On pourrait dire que l'union du bouvier et de la tisserande symbolise bien cette conjonction permettant une évolution, une continuité, par la naissance, on l'a vu, de leur fils et de leur fille, comme deux nouveaux potentiels de transformation. L'équilibre n'est possible que grâce à un déséquilibre, le déséquilibre qui a été la transgression faite par la jeune fille. Celui-ci, cependant, semble réintroduit dans l'ordonnancement global pour qu'il n'y ait pas de dérive périlleuse pour l'ensemble. C'est le garde-fou. C'est le sens de la clémence impériale qui ne condamne pas l'union, mais qui lui donne une place. Minime, certes, mais absolument indispensable. La justification est alors visible dans le ciel, dont on ne peut, à notre place d'homme, contester l'absolu. Toute la symbolique secondaire dans ce conte concourt à l'étayage de cette harmonie. La septième fille, la robe d'or, le saule, rien n'est au hasard. Chaque détail est le rappel d'un symbole concourant. Le saule, par exemple, je renvoie à la symbolique de la cité des saules. Ça, vous pouvez l'avoir, par exemple, dans un livre de René Guénon qui est indispensable, qui s'appelle La Grande Triade. Il y a un chapitre entier là-dessus. Et s'il y a besoin de justifier encore la puissance du rapport de similitude entre le macrocosme et le microcosme, on soulignera la passerelle des pis, qui est identique à celle dans la vision taoïste du corps humain, qui relie le grand méridien yang, le méridien gouverneur, avec le méridien yin, le méridien conception, je donne les termes en français, pour l'unification, la mise en boucle de ce qu'on appelle la petite circulation céleste. Le pont des pis se cristallise ici par l'action de coller la langue au palais supérieur. C'est ce qui donne toujours d'ailleurs l'air souriant aux sages dans la statuaire orientale, en fait, simplement par la position de la langue contre le palais. Donc ça, c'est le pont des pis, la similitude entre cette dénomination que l'on a à la fois dans le conte ancestral et à la fois dans les pratiques énergétiques que l'on véhicule aujourd'hui chez nous. Et puis aussi, comment ne pas être sensible à la poésie qui nous entraîne vers la pure contemplation de la voûte céleste, bien entendu, la Voie lactée qui est la rivière du ciel, bien entendu, ce magnifique miroir. On peut aussi orienter notre réflexion vers une analyse plus contemporaine, bien sûr, en nous interrogeant sur la difficulté à percevoir de nos jours la Voie lactée. Moi, j'ai la chance de pouvoir la voir chez moi, mais les lumières générées par la technologie actuelle qui polluent l'obscurité nocturne empêchent dans beaucoup d'endroits de voir la Voie lactée. Donc, mais je vous garantis qu'elle est encore là pour ceux qui habitent dans les milieux urbains.
Comment par ailleurs, en revenant au conte universel, ne pas avoir une pensée pour la nymphe Callisto et le magnifique mythe grec relayé par Ovide dans ses Métamorphoses, on en reparlera tout à l'heure, sur la genèse des deux constellations de la Grande et de la Petite Ourse, qui elles aussi sont des noms de baptême à des postures de Tai Chi Chuan et aussi à des postures d'association. J'en ai sorti un exemple. Si j'évoque si longuement ce récit populaire, c'est que notre fille de Jade y a sa place, comme dans nombre de contes semblables ou apparentés et dans beaucoup de romans populaires. Les cieux y sont emplis de filles de jade et d'adolescents d'or, selon la nature plus féminine du jade et plus masculine de l'or. Dans mes conversations avec Catherine Espeux, celle-ci fait une remarque d'importance. Elle dit ceci: en la dénommant tisserande, on est alors plus sur le versant terrestre, c'est-à-dire sur celui de la fonction. Tandis que si on l'appelle la fille de Jade, on appuie sur le caractère sacré de cette jeune fille. Donc il y a un rapport, il y a une dialectique entre ces deux visions-là. On peut penser alors que celle qui s'invite dans notre danse sacrée du Tai Chi Chuan est le double, la parente, voire même la jumelle, on pourrait dire, de celle qui tisse les fils du ciel dans le panthéon taoïste, comme dans les petits récits familiers que l'on retrouve dans tous les petits contes que j'ai à peine évoqués tout à l'heure. D'ailleurs, si pour sceller les concordances entre la tradition populaire et la culture savante, notre regard revient sur la carte de la culture de la perfection, on comprend mieux la place du jeune Bouvier, comme j'ai évoqué tout à l'heure, sous les pieds donc, de la tisserande. Tous deux à proximité du grand flux de la Voie lactée, empruntant le trajet ici de l'épine dorsale dans la topologie alchimique. Voilà. Ainsi, répondre à la question de l'identité de la fille de Jade, puisque c'est la question de la conférence, c'est ouvrir des portes entre les traités obscurs c'est un traité obscur d'alchimie taoïste, la culture populaire aussi, qui elle contient toutes ces traces-là, et aussi la pratique de nos arts corporels, mais c'est aussi frappé aussi à celle d'autre chose, d'un symbolisme universel, nous verrons ça un petit peu plus loin. Donc il y a identité de tout ça. Voilà. Quand on pratique le Tai Chi Chuan, on est en relation aussi avec tout ce fil avec la tradition archaïque. Je vais passer à la slide, comme on dit en français, 11. Et on va s'arrêter sur le fait que la jeune fille est de jade. On admettra que le matériau constitutif ne jouit pas d'une popularité universelle et fait l'objet d'une considération particulièrement élevée chez les Chinois, beaucoup plus que chez nous. Le jade est en Occident tenu pour une pierre semi-précieuse d'ailleurs, c'est-à-dire d'un rang inférieur. À mon avis, la hiérarchie des pierres précieuses repose beaucoup sur leur indice de rareté, la quête de la pureté étant l'autre pilier de l'orfèvrerie. En Chine, et même dans tout le monde extrême-oriental, le jade est la pierre précieuse, par excellence. Sa vénération n'est pas basée ni sur sa rareté, ni sur une quête de la pureté absolue. Le jade abonde d'ailleurs, et sa pureté n'est pas jugée sur des critères objectifs, tels qu'on pourrait l'entendre côté scientifique des choses. Un beau jade, et d'ailleurs les prix peuvent atteindre des sommets, ceux qui ont vu les ventes d'objets l'ont remarqué, le beau jade n'est pas le plus vert, n'est pas le plus translucide, n'est pas le plus uniforme, mais c'est celui dont les qualités dépendent d'une harmonie en équilibre au milieu d'un déploiement, d'un immense nuancier d'ailleurs, où se conjuguent les plus hautes subtilités, auxquelles d'ailleurs il faut vraiment être initié. Les orfèvres chinois doivent avoir une pièce de considération des compétences que les Occidentaux font quand ils achètent des pièces en jade. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui se font avoir la plupart du temps. D'ailleurs, autrefois, surtout il y a quelques années, quand le patrimoine chinois a été dilapidé, ceux qui sont allés à Pignao, par exemple, auront pu le voir. On peut aussi s'interroger sur la traduction française qui affuble le jade d'un article défini, masculin. S'il n'y a pas dans la langue chinoise d'articles définis, le contexte nous incite à penser que dans la culture chinoise, le jade est plutôt considéré du côté féminin, disons yin. D'ailleurs, le prénom jade s'est récemment diffusé vers l'Occident uniquement pour les filles.
mais son omniprésence comme qualification suprême dans la culture chinoise depuis des siècles élargit le domaine de ses attributions. Ainsi, le jade recouvre yin et yang et a la matière de parure féminine et masculine et symbolise de multiples vertus, de la beauté diaphane à l'intelligence rigoureuse, idée renforcée par l'extrême dureté de la pierre. Son étymologie est plutôt curieuse, puisque le terme en latin est postérieur à la première version en langue occidentale. Je vais passer un petit peu là-dessus, parce que je vois que je suis déjà un petit peu en retard, et je vais passer, ceux qui auront le texte pourront aller un petit peu plus loin sur l'étymologie du terme de jade. Bon, on remarquera simplement que l'alchimie taoïste recourt au jade pour la confection de breuvages d'immortalité, et l'un n'allant pas sans l'autre de filtres d'amour. D'ailleurs, la terminologie érotique chinoise abonde en qualificatifs, s'appropriant le jade, la tige de jade, la caverne de jade, pour ne citer que les plus connus. L'hégémonie du jade, parée des vertus suprêmes, lui fait phagocyter d'ailleurs la presque totalité des mythes chinois. D'ailleurs, l'empereur céleste de notre conte est souvent appelé l'empereur de jade. D'ailleurs. Il est même rapporté dans la tradition populaire et savante que l'empereur jaune, le mythique Wang Di, père de l'alchimie interne, de la médecine, est considéré comme fondateur de la nation chinoise, comme beaucoup savent, aurait été lui-même initié à ses savoirs, devinez, par une fille de jade. Il va donc de soi que notre héroïne, pour endosser le rôle primordial qui lui est conféré dans cette antique filiation, dans l'incarnation d'un mouvement de Tachichuan, ne peut être que taillée dans le jade. Je vais passer à ma 12e diapo. Voilà, parler un peu de la pratique, évidemment. La légitimation du nom de la posture de Tai Chi Chuan, du point de vue que nous avons délibérément adopté, doit également émerger de notre propre pratique, au lieu et au temps où nous sommes. Si notre être au monde, notre conscience intimement liée à notre perception, s'appuie sur la dimension active de notre expérience, selon la phénoménologie de Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, alors il faut concevoir que la fille de jade puisse désigner une présence particulière apparaissant lors de la pratique de notre art corporel. Bien entendu, l'appellation complète jaillissant d'elle-même relèverait d'une buterie ou d'un coup de chance bien improbable. Non, d'ailleurs, ceux qui ont été initiés à cette posture, comme la plupart d'entre nous, quelle qu'était leur méthode d'apprentissage, ont été en même temps avertis du nom de la posture, ce qui exclut toute devinette improbable. Cependant, l'exercice assidu permet d'accueillir des sensations qui se rapprochent de plus en plus des qualités propres à son nom de baptême. La plus évidente d'entre elles est cette impression de balancement ordonné qui se conforme à une orientation cardinale. Et les quatre coins de l'horizon mentionnés dans un des noms de la posture sont facilement identifiables. Balancement répétitif grâce à un élan et le va-et-vient de la navette, un métier à tisser, pour peu qu'on ait pu en observer en action, est une image qui s'apparente au mouvement produit que l'on dans la pratique. Si le jade n'évoque dans notre coin du monde que peu de caractères que lui confère l'Extrême-Orient, on saura quand même discerner une aura diaphane dans laquelle on s'inscrit, dont la couleur peut varier, comme le jade précisément, en 1000 teintes éthérées. C'est ce qui fait le bonheur de notre pratique, je pense, pour la plupart d'entre nous. On décèle également, d'ailleurs, dans l'abri apparent de cette posture, que la douceur n'a rien de cotonneux, mais cohabite harmonieusement avec la rigueur d'une lame de sabre. Ceux qui pratiquent le sabre, qui font la fille de jade avec le sabre, ils savent bien. Alors, quant au caractère féminin de notre posture, on en a l'intime expérience en sentant le mouvement naître au cœur de nos entrailles, comme une source de vie inépuisable, avant son développement extérieur, que l'on y découvre cette impression d'un fil se dévidant d'un cocon matriciel dont le déploiement semble uniforme et sans fin, et alors la fileuse nous habite. Que le balancement ordonne ce déploiement pour concevoir un maillage subtil, et alors nous sommes habités par la tisserande. Alors, fileuse ou tisserande, on est au-delà de la question de l'état civil et même du statut. C'est une question de fonction, en fait, comme on l'a évoqué tout à l'heure, voire même de mission. Alors, qui est-elle? Cette fille de jade accostée dans la pratique du Tachichuan, aperçue dans la plante alchimique évoquée dans les mythes et contes. Qui est-elle? Surtout si on ne l'aperçoit plus
comme une icône extérieure, mais ne prétendrait-elle forme que dans une image suscitée comme le reflet d'une projection intérieure. Je vais déborder un petit peu, je suis désolé, je prends encore 5 petites minutes Il n'y a d'attention. pas de souci, Jean-Jacques. Il n'y a pas de souci. Bon, si on revient sur la gravure de la carte de la culture de la perfection, on la voit paisible, assise sans poids, et elle dévide le fil de son rouet. Alors, est-ce elle qui, sans pause ni excès, tirerait de notre chaos primordial un sens, une direction faite chair? Une vierge, pourrait-on dire? Mais alors, qui est-elle, cette fille immaculée capable de moduler la ligne vitale? Cette fille de jade de l'éclat obscur? A-t-elle une parenté, par exemple, avec celle honorée en Occident, issue d'un confus télescopage, je dirais, entre les cultes archaïques qui ont fait fi dans nos campagnes, en particulier de l'emprise romaine qui a amené la lente souveraineté de la religion qui est née dans le Proche-Orient, par exemple, la Vierge noire, telle celle qui palpite encore sous le tumulus protohistorique sur lequel on a dressé la plus belle des pierres levées de notre histoire, Notre-Dame de Chartres. Je vais aller sur celle d'après. Voilà, nous y sommes là, la Chartres. Si nous regardons sous nos pas, dans la grande nef de Chartres, puisque nous y sommes, et que nous poussons un peu les chaises qui sont alignées réglementairement, on y voit le grand labyrinthe blanc. Je vois ici, là, il est jaune. Bon, il est blanc normalement. Là, c'est la photo qui est jaune. Sur les dalles sombres. Dévidé puis enroulé, il nous renvoie à notre fille de jade, celle dont la main, en un geste unique, capte ex nihilo et va délicatement ordonner le fil. Fluide, vital, plutôt que fil de l'existence, celui-ci me semble plus animé que mentalisé. Sur notre croquis, la fille de jade enroule le fil naissant sur un rouet. Dans la version de l'art gestuel, elle tisse avec la navette du métier à tisser. Dans les deux cas, elle confère un sens à ce qu'elle a sorti de l'informe. L'organisation se conforme à la représentation universelle de ce qu'on peut appeler le cours des choses, qui est une des traductions possibles de Tao. On pourrait voir dans le choix du rouet, d'ailleurs, une conception un peu plus taoïste, dans le sens où l'espace peut s'affranchir d'Orient pour laisser libre cours au cycle sans entrave, tandis que le choix du métier à tisser serait d'inspiration plus confucianiste, ça c'est mon interprétation, l'élan vital s'ordonnant dès sa génération selon les directions d'espace. Mais cette façon de voir, d'ailleurs, c'est un tantinet manichéen, ne résiste pas à une étude plus approfondie dans la mesure où on sait bien que ces deux traditions sont complètement entrelacées dans la tradition chinoise. Et c'est en sortant de l'idée d'une tradition orientale, hermétique et figée que je vous propose de déborder un petit peu en élargissant notre champ de vision pour surmonter cette différence de point de vue. C'est pour ça que j'aimais ces images-là. Voilà. On pourra chercher du côté de Net, l'égyptienne, ici, la déesse primordiale, la Vierge cosmique, la grande tisseuse du monde, dont l'hiéroglyphe comporte une navette de métier à tisser. On peut chercher aussi du côté des moires grecques, ici à côté, les parques romaines. C'est la même chose auquel tous les grands héros de la mythologie, vont faire allégeance. Que ce soit Héraclès, Thésée, Orphée, Ulysse, bien entendu, ils vont faire allégeance aux moires grecques. D'ailleurs, dans l'Odyssée, Homère les appelle les fileuses. Et puis alors, les contes occidentaux ne sont pas en reste avec, par exemple, la Belle au bois dormant. Voilà, la Belle au bois dormant, ici, que l'on a là. Que fait-elle, cette belle? Elle file la laine sur un rouet, la tête couronnée par 7 fées, vous vous rendez compte, dont le nom procède du latin fatum, qui veut dire le destin, et qui sont, comme les parcs, des déesses de la destinée et maîtresses du fil, du cours des choses. Vous voyez, on revient encore, on tourne autour toujours des mêmes concepts. Dans la tradition hindoue, les tantras signifient littéralement ce qui se déroule et se tisse. Vous vous rendez compte? Ce qui peut s'appliquer sans réserve à notre fille de jade. Les cheveux de Shiva constituent les fils du monde de cette tradition, en analogie avec le symbolisme de l'araignée, qu'on abordera plus tard, une autre fois. Repris dans la plupart des traditions, jusqu'en Afrique et en Amérique précolombienne, ce symbolisme obéit bien entendu à lui seul, tout comme les rapprochements d'ailleurs philologiques que l'on peut faire entre le sanskrit sutra, l'arabe surat, le latin sutura, donc là aussi c'est un propos à développer.
Tous ces termes-là associent des notions de fil, de tissu et même d'écrit. Et d'ailleurs, même le chinois Jing, hein, dit-on, je ne suis pas spécialiste, mais le Jing signifie, que l'on a dans I Ching ou Tao Te Ching, reprend aussi le terme fil et à la fois livre, ça veut dire la même chose, comme surat en arabe et sutra en sanskrit. Et l'islam aussi a même repris cette image donc du filage du métier à tisser. Bon, là, je vous renvoie à ceux qui ont lu le Coran, à le fameux épisode de Mohamed, de Mahomet, bon, qui traverse la grotte et qui est protégé par l'araignée qui tisse, etc. Ouais, je n'ai pas vérifié aussi, mais on m'a dit que dans cette tradition islamique, lorsque la tisserande, à la fin de son ouvrage, et encore, je pense, qui coupe le dernier fil, qui le retient au métier, elle prononce une formule de bénédiction sacrée qui est la même que celle que la sage-femme fait, la même bénédiction, la même formule quand elle coupe le cordon ombilical d'un nouveau-né. Bon, j'arrête là, hein, parce que là, c'est une très vaste et passionnante exploration, mais évidemment, j'ai débordé un peu, mais je pourrais aller beaucoup plus loin. Je vais juste quand même terminer par une réflexion de pédagogue, parce que c'est quand même mon métier. Voilà. Pour voir que dans la pratique même, on peut être habité par les deux fonctions de la fille de Jade, filer et tisser. Si on se place d'un point de vue d'une différence entre les deux représentations, entre les deux fonctions, on note dès l'apprentissage une ambiguïté, apparemment insurmontable. D'une part, il est bien nécessaire de passer par une formation s'appuyant sur une didactique analytique. On met le pied dans telle direction, on met la main à telle hauteur, suivant les styles, etc. L'écart des pieds est conforme à telle autre mesure. Tout ça, on transfère le poids à tel moment, etc., etc. On se conforme ainsi à un archétype présupposé ou imaginé, et on accouche d'une production, certes laborieuse au début, on est tous passés par là, et qui, quelle que soit la finesse qu'on puisse y trouver, reste dans le domaine d'un bâti, d'une construction. On est là dans le tissage, dans l'apprentissage. Mais si on s'applique à sentir au bout d'un certain temps une émanation, je dirais sui generis, ou qui, au fil de la pratique, pourra même s'effiler pour ne maintenir qu'une impression clarifiée de continuité du mouvement engendré, on se rapproche alors de la fileuse et de l'objectif de cette consigne que beaucoup de pédagogues de Tai Chi Chuan disent dans leur cours qu'il faut tenir compte d'une équivoque qui dit, par exemple, il faut enchaîner les postures comme si on dévidait le fil de soie du cocon. On l'a tous dit ou entendu. Mais comment? Comment? C'est la question de la pédagogie. Et là, j'ai mis sur comment y a-t-il une didactique de l'immanence? Une question très très vaste. Hein. Bon, je vous renvoie évidemment à une question de pédagogie qui est cruciale dans nos considérations. Hein. Donc là, la continuité et la réalisation semblent s'opposer a priori, comme spontanéité et conformité. Il nous interroge bien au-delà de notre posture sur le mouvement humain, sur l'art, et même, on pourrait même évoquer la liberté, le concept de liberté. D'ailleurs, nous ne manquerons pas d'aller questionner Chuang-Tzu à ce sujet. Lisons Chuang-Tzu. Lisons par exemple le dernier ouvrage de Romain Graziani à ce sujet qui s'appelle L'usage du vide, qui évoque cette question, évidemment. Voilà, bon, je vais terminer avec ma dernière petite conclusion. Et voilà. Je dirais, pour conclure, que quand on est habité par la fille de Jade, notre regard sur l'horizon et regard sur les lointains, comme Merleau-Ponty dit les possibles. Voilà. On est sur le proche aussi, sur le total. C'est-à-dire, on pourrait, alors là, si on évoque une autre tradition, ce que la Kabbale appelle Ein Sof, la totalité des choses. On peut même évoquer aussi ce qu'il y a entre ces choses-là. Et là, ce sont des ouvertures. Si vous avez, Françoise Dolto a écrit un bouquin qui s'appelle Solitude, et elle a fait du Tai Chi Chuan, Françoise Dolto, et elle évoque ces ouvertures dans la forme. Et là, je pense que dans la fille de Jade, c'est vraiment, vraiment ces ouvertures, ces fenêtres que l'on peut avoir en pratiquant. Voilà. Voilà, bon, au gré de l'aventure, cette fille de Jade se permet de tourner sans s'embarquer dans la posture suivante, devient alors mandala, vivant, tisseuse tissée, en un long mouvement libéré, comme celui même des derviches tourneurs. La question de l'espace se confond alors avec celle du temps. Notre regard vers l'horizon, tel que j'ai évoqué juste à l'instant, revient vers nous, avec la pulsation du monde, en cercle concentrique pour nous interroger sur notre cœur, sur notre centre. Alors, d'où vient le fil que dévie la fileuse?
Alors, en Afrique, allons dans une autre culture, en Afrique, il y a une énigme qui est posée par Agokoli. Agokoli, c'est un roi légendaire d'un peuple qui s'appelle les Ewe, qui est, je crois, que c'est dans le golfe du Bénin. Voilà. Et cette énigme est la suivante, c'est comment tresser un fil à partir de rien. Moi, je trouve que cette énigme vaut bien celle du Sphinx, et elle pourrait vraiment prendre place parmi toutes les questions que posent souvent les maîtres zen. Voilà. Si j'en ai la possibilité, je reviendrai dans une seconde conférence sur quelques questions que j'ai à peine abordées aujourd'hui, qui est, par exemple, quel est le lieu de la fille de Jade? Quelle en est la représentation géométrique? Comment s'inscrit-elle dans le temps? Ou une autre question, par exemple, en quoi est-elle une danseuse? Voilà, toutes ces questions-là. Voilà. Bon, si j'ai l'opportunité, je ne sais pas si Christian est d'accord, s'il y a un moment, et si vous voulez, en préambule à cette seconde conférence, je vous invite à lire le texte d'Ovide sur Arachné, le mythe d'Arachné, que vous trouvez dans les Métamorphoses, bien entendu. Et puis, je vous invite à contempler la peinture de Velázquez qui s'appelle Les Fileuses. Et ce sera un préalable. Voilà, regardez bien tout ça, ce sera un préalable à se poser toutes les questions que je viens d'évoquer. Alors, j'ai laissé de côté une question essentielle, évidemment, du Tai Chi Chuan, celle de la fonction martiale. Évidemment, c'est incontournable dans la pratique, mais bon, on ne peut pas tout évoquer ce soir, peut-être une autre fois, évidemment, surtout que je suis très friand de ce domaine-là, pour ceux qui me connaissent le savent. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je tiens à la disposition à la fois la bibliographie et à la fois un texte dans lequel je me suis inspiré des écrits que j'avais faits au préalable, et je peux vous l'envoyer à ceux qui le souhaitent. Voilà, je m'arrête là-dessus. Merci Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques. Merci pour cet exposé fascinant, plein de poésie, plein d'ouverture. Moi, bien sûr, on va te réinviter. C'est trop bien. Donc, l'éternité est devant nous pour pouvoir te réinviter et d'autres également. Donc, nous aurons le plaisir assurément de te revoir autour d'autres thématiques. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu dis, sur tisser un fil à partir de rien. Et je crois que dans nos disciplines, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'avec nos gestes, nous tissons des fils, des trames de fils avec rien. C'est-à-dire que c'est le vide qui se retrouve entre nos mains et qui tisse quelque chose de mystérieux en nous. Donc voilà, merci pour cette évocation. Ça me fait vraiment rebondir sur cela. C'est-à-dire que le rien est beaucoup de choses lorsqu'il se crée à travers le geste en nous. Merci Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques. Il y avait plusieurs questions justement par rapport à la bibliographie, donc je la mettrai en ligne sur la page des conférences à la suite du descriptif. Donc vous l'aurez dès lundi sur le site de la FAEMC. Concernant la question qui revient à chaque fois, la possibilité d'un replay, malheureusement, ce n'est pas possible, mais en revanche, Jean-Jacques est ouvert à communiquer son PowerPoint. Donc, si vous souhaitez le recevoir, n'hésitez pas à m'écrire sur événement@faemc.fr. Je voulais aussi préciser que Jean-Jacques a écrit des ouvrages très érudits sur l'école qu'il pratique, qu'il affectionne. Je crois que c'est le style Wu, et qui est édité au Courrier du Livre, je crois. C'est cela? Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Nous en avons fait une présentation dans YIMAG, je crois, YIMAG, oui, de la Fédération. Donc, n'hésitez pas de retrouver en fait les pistes qui sont développées par Jean-Jacques dans cet ouvrage qui est extrêmement riche sur les origines et du style Wu, qui est un style mystérieux, je dirais. Oui, c'est juste. Mais ça ne parle pas seulement du style Wu. Hein. Cet ouvrage est assez large quand même, Christian. Voilà. Oui, bien sûr. J'évoque aussi beaucoup d'autres choses. Voilà. D'ailleurs, j'ai en préparation un ouvrage là qui sortira après le confinement. Je sais pas, un ouvrage où j'évoque le Qigong des 5 animaux. Et j'ai j'aurai des très très longs passages où dans ce traité-là, j'aborde aussi le symbolisme d'une façon très approfondie sur
même l'origine archaïque des animaux, que l'on retrouve d'ailleurs dans les postures de Tai Chi Chuan, que l'on pourrait étudier aussi de cette façon-là. Donc là, je l'ai étudié à travers les 5 animaux du Qigong, mais évidemment, c'est un puits sans fin, hein, je veux dire, tout ça. Voilà. Alors, dans les questions, Jean-Jacques, qu'on a reçues ce soir, il y a beaucoup de merci. Donc, je te ferai un retour par rapport à ça. Mais il y a une question de Françoise qui dit « Bonsoir, vous venez de parler de coco matriciel. Que penser de la fille de Jade nommée Tuan Pin, la femelle mystérieuse comme un utérus énergétique situé en arrière-champ de Cinabre et impulsant l'origine du Chiang Mai ?» Je ne sais pas si j'ai été très claire. Oui, c'est ça, oui, mais je pense que c'était en filigrane dans ce que j'ai dit ce soir. Ouais. Évidemment, en particulier sur le texte cité par Maspero, on a tout à fait la réponse à ça. Donc moi, ce que je vous renvoie à la lecture de ces ouvrages-là qui sont fondamentaux et qui, évidemment, il y avait la question n'est même pas une question ouverte puisque la réponse est déjà dans la question. Mais il est évident que tout ça, ces réflexions, on les a à l'étude quand même que l'on peut avoir sur les traités très savants, qu'il faut faire l'effort de lire. Là, j'évoquais, par exemple, cet ouvrage-là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, de Qigong, de traité dont j'ai évoqué de Catherine Despeux. Donc celui-là, je vais même lire, regardez ce que j'ai lu ce matin. Alors moi, ça m'a beaucoup touché, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Non? Mes profs de gym m'ont appris à penser. Mes profs de gym m'ont appris à penser. C'est un livre de Michel Serres. Mais c'est super, alors ça me touche beaucoup. Et lui, il dit des choses formidables dedans. Il dit par exemple, on apprend, on ne découvre que ce que le corps sait imiter ou ce que le corps connaît en se métamorphosant dans l'objet qu'il étudie. Alors, je veux dire, là, on est vraiment, ça illustre bien le lien entre les propos très savants que l'on peut avoir dans ces traités-là et notre pratique. Je veux dire, là, vraiment, Michel Serres, avec son très joli français, nous explique ça d'une façon simple, simplissime. Une autre question? Il n'y a pas beaucoup de questions. Tu as dû être très clair. Bon. Je regarde. Mais... Bon, on a une question pour une précision par rapport à quel livre de Maspero et de René Guédon? Oui, mais alors, j'ai évoqué le livre de René Guénon qui s'appelle La Grande Triade, qui c'est un livre exclusivement dans l'œuvre de René Guénon, chez ceux-là qui connaissent. Il y a eu beaucoup de livres posthumes, puisqu'il est mort en 1951. Il y a beaucoup de livres posthumes qui regroupent ses écrits, mais il a fait lui-même des livres qui sont constitués, c'est-à-dire qui ont une cible particulière. Alors la Grande Triade, ce qui est intéressant dans la Grande Triade, c'est qu'il aborde le côté symbolique du taoïsme. Il y a des chapitres très, très intéressants, absolument indispensables. J'évoquais tout à l'heure la Cité des Saules, mais par exemple, il y a un chapitre sur le roi pontife, le Wang, qui est très, très intéressant. Et d'ailleurs, si on veut visiter la cité interdite à Pékin, il faut avoir ce bouquin sous le bras pour bien comprendre. Et l'autre bouquin, je vous conseille, c'est celui de Cyril Zavary sur la cité interdite, qui est absolument magnifique et qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque. Je fais la pub pour Cyril, mais comme c'est un ami, ça va. Bon, bah, merci beaucoup, Jean-Jacques. Les spectateurs t'attendent pour la seconde. Je vois déjà des commentaires qui nous la demandent. Voilà. Alors, la seconde que je propose, toujours à partir de la fille de Jade, traitera plutôt de la place de la fille de Jade, c'est-à-dire où est-ce qu'elle est cette fille de Jade. J'ai juste posé la question et je vais essayer de donner des éléments pour pouvoir avoir des éléments de réponse à ça qui, là aussi, vont aborder un symbolisme plus universel, comme j'ai fait ce soir. J'ai à peine mentionné la tradition grecque, voire africaine, égyptienne. Là, je le ferai d'une façon peut-être un petit peu plus approfondie. Voilà ce que je propose. D'accord. Merci Jean-Jacques. Je vais juste, avant de vous laisser, annoncer la prochaine conférence qui aura lieu la semaine prochaine, donc vendredi 12 mars.
toujours à 19 h. Et ce sera Georges Charles. La conférence est sur la libération de l'emprise du maître constricteur du cœur. Voilà. Donc, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Bonne soirée à tous et encore merci beaucoup Jean-Jacques. Merci Alice, merci Christian, à bientôt. Quand on pourra se retrouver. Voilà. Oui, pour de vrai. Espérons Pour de bien. vrai, parce que ça, c'est frustrant. Au revoir à tout le monde et merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée.